Pourquoi avons-nous autant de mal avec les idéaux politiques? Des formules telles que vous êtes trop naïf, vous croyez vraiment que les choses fonctionnent aussi facilement, ou encore sortez de vos rêveries, sont devenus des reproches très familiers, dirigés contre celles et ceux qui, en politique, osent formuler des idéaux. Dans les débats télévisés, elles s'abattent surtout par exemple sur des figures de gauche, lorsqu'elles défendent l'écologie, la justice sociale ou encore la redistribution. Sur la question migratoire par exemple, on leur oppose régulièrement cet argument extrêmement convenu, selon lequel on ne pourrait pas accueillir toute la misère du monde. Le projet d'un monde plus juste semble être naïf pour certains, en tout cas réduit à un rêve naïf, voire dangereux et jugé incompatible avec ce qu'on estimerait être la véritable nature humaine. Pourtant, cette critique ne relève pas seulement d'un désaccord idéologique. Elle remet en cause la question même de l'idéal en politique et de sa légitimité. Et loin de se limiter à quelques pics verbales, c'est une disqualification qui s'incarne énormément dans les médias et par des mécanismes bien concrets qui façonnent même notre culture et notre mémoire historique. L'un des premiers terrains sur lequel cette disqualification s'opère, c'est bien sûr l'information. Vous la connaissez très certainement notamment sur Blast, si vous suivez Blast, mais la journaliste Salomé Saké a notamment travaillé sur la question de l'illusion de neutralité dans le journalisme. Selon elle, la neutralité invoquée pour critiquer certains discours est en réalité une véritable arme rhétorique. Lorsqu'un média donne plus de place à des militants écologistes qu'aux dirigeants d'entreprises polluantes, on va donc l'accuser de militantisme, comme si défendre la préservation de l'environnement était en soi une prise de parti absolument excessive. Et en réalité, elle explique très bien, tout travail journalistique est un travail de sélection. On choisit ses sujets, on choisit ses intervenants, on choisit un angle, et dans quelle proportion on donne la parole à certaines personnes. Ou non. Je vous invite à regarder l'une de mes dernières vidéos sur est-ce qu'on doit donner la parole aux fascistes. Voilà, petite pub. Et tous ces choix-là, ils ne sont jamais neutres au sens strict, très simplement parce qu'ils reflètent nécessairement des priorités et des valeurs. Or, dans ce cadre, juger un discours militant revient souvent à disqualifier l'idéal qui le sous-entend. L'idée que l'intérêt général, la justice sociale ou l'urgence climatique doivent primer sur d'autres sujets, sur d'autres considérations. Dans le champ intellectuel, la philosophe Stéphanie Rosa apporte un autre éclairage sur cette disqualification de l'idéal. Elle explique que nous vivons dans une période où l'idée que tout savoir est militant est extrêmement présente. Elle est même devenue dominante. Les positions qui sont théoriques, même quand elles sont documentées, sont forcément interprétées comme le reflet d'intérêts personnels, politiques ou identitaires. Et pour Rosa, cette position, elle affaiblit énormément la pensée critique. Elle va surtout prôner un retour aux idéaux universalistes des Lumières et un marxiste humaniste fondé sur une véritable rigueur scientifique. C'est-à-dire sur l'articulation entre un horizon politique clair et une méthode d'analyse qui se veut indépendante des passions immédiates. D'ailleurs, sa critique vise autant bien évidemment la droite que certaines mouvances de la gauche lorsqu'elle substitue l'activisme instantané à un travail de construction intellectuelle. Ce qu'elle met en évidence, c'est que le reproche de naïveté ne se limite pas tant au contenu des idéaux, touche aussi à leur mode de formulation. Parce qu'un idéal qui est mal formé conceptuellement ou uniquement porté par l'émotion devient automatiquement beaucoup plus vulnérable à cette accusation. Ce qui explique pourquoi certaines forces cherchent à en diminuer la portée théorique. Et ce mécanisme rhétorique-là, il s'observe également dans l'histoire, qu'elle soit d'ailleurs plus récente qu'ancienne. Par exemple, dans les années 30, les militants antifascistes français et britanniques étaient souvent accusés d'idéalisme irréaliste, supposément totalement incapables de comprendre les véritables enjeux de la politique internationale. Bon, l'histoire a montré que leur alerte n'était pas tant naïve, mais plutôt prophétique. Un autre exemple extrêmement frappant est celui des luttes anticoloniales. Dans les années 1950-1960, des figures comme Patrice Lumumba au Congo ou Ahmed Ben Bella et les autres figures du FLN en Algérie étaient très souvent accusés par les puissances coloniales, et aussi du coup le relais médiatique, de poursuivre des chimères. On leur prêtait des rêves totalement irréalisables de souveraineté et d'indépendance, de prospérité, en affirmant que la fin de la tutelle coloniale de ces pays les plongerait dans un véritable chaos. Et cette rhétorique, largement relayée dans la presse coloniale française, ou belge aussi d'ailleurs, s'appuyait, vous le savez, sur une vision profondément paternaliste et raciste. Certaines populations, disait-on, seraient incapables de se gouverner elles-mêmes sans la guidance des grandes métropoles. Et dans les débats publics, cette véritable impossibilité était absolument érigée en évidence, masquant qu'il s'agissait en réalité d'un argument destiné à maintenir l'ordre colonial. C'est le schéma basique, extrêmement répétitif et encore actuel, du paternalisme colonial. Je vous invite à vous tourner vers les écrits d'Aimé Césaire ou de Édouard Glissant par exemple à ce sujet. Un siècle plus tôt, le mouvement ouvrier en Europe avait affronté des accusations extrêmement similaires. Lorsqu'il revendiquait la journée de 8 heures, donc à partir de la fin du 19e siècle, ses opposants politiques et patronaux dénonçaient une utopie irréalisable et même irresponsable. Comment, affirmait-il, l'économie pourrait fonctionner, pourrait continuer à tourner si l'on réduisait le temps de travail? Est-ce que ce ne serait pas un coup porté à la productivité, à la compétitivité, à l'échelle nationale?
nationale. La presse d'ailleurs très conservatrice de l'époque, notamment le Figaro ou encore le Temps, moquait énormément ces revendications, les considérant comme totalement dangereuses. C'est drôle, hein, il y a des choses qui vraiment ne changent pas. Pourtant, ce qui relevait à l'époque du rêve militant est aujourd'hui un droit fondamental inscrit dans le code du travail, preuve que l'irréalisable d'hier est devenu la banalité, l'évidence surtout d'aujourd'hui. Vous doutez bien qu'il y a énormément d'exemples à travers l'histoire de ce schéma-là. Qu'est-ce que tout cela révèle? C'est qu'on peut dégager un schéma constant. L'accusation de naïveté sert moins à évaluer la faisabilité d'un projet qu'à en miner la légitimité. Ce n'est pas du tout l'argumentation technique qui va primer, mais la lutte symbolique. Délégitimer l'idéal en le présentant comme émotionnel, irrationnel et donc dangereux. Ce réalisme, qui est opposé aux idéaux, est souvent un pragmatisme en réalité de façade, qui défend avant tout la continuité de l'ordre déjà établi. Mais qu'est-ce que ça signifie avoir un idéal en politique? Philosophiquement, avoir un idéal, ce n'est pas quelque chose de flottant, hors du réel, mais c'est plutôt même un opérateur conceptuel. Chez Kant, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé, il prend ce qu'on appelle la forme d'un concept régulateur, c'est-à-dire une représentation de la perfection, qu'il s'agisse de la justice, de la liberté ou d'une paix perpétuelle, qui bien que structurellement irréalisable au sein de l'expérience, permet d'orienter la raison dans ses jugements et dans ses choix. Le fameux idéal de la raison pure n'est pas un plan pragmatique, c'est plutôt un horizon normatif. Il ne prescrit pas des mesures concrètes, il fixe le point vers lequel le progrès doit tendre. En fait, c'est un peu une boussole, vous voyez, de comment l'action humaine doit se diriger. Parce que, qu'est-ce qu'on fait si on ne l'a pas? Dans cette perspective, agir selon un idéal ne signifie pas oublier les conditions factuelles, mais articuler le possible à la lumière du souhaitable, de manière à ce que les décisions restent évaluables selon un critère qui tout de même, vous savez, est un petit peu supérieur à la simple efficacité. Et à l'inverse, le réalisme politique, qu'on retrouve sous des formes très différentes, chez Machiavel par exemple, ou même Weber, part du postulat que la politique, elle se joue d'abord dans un champ de rapport de force, donc de contraintes matérielles et d'équilibre instable. Chez Machiavel, ce qu'il appelle la virtu, vous pouvez retrouver tout ça dans Le Prince, réside dans la manière qu'a un dirigeant de savoir manier le pouvoir pour se maintenir et atteindre ses objectifs malgré la fortuna. Grosso modo, la fortuna, donc la fortune, c'est l'ensemble des circonstances extérieures et surtout du hasard, de la chance, qui va influencer le cours des événements politiques et donc la réussite d'un individu. En l'occurrence, non pas du dauphin, mais du prince, donc celui qui a acquis le pouvoir, mais sans qu'il soit forcément héréditaire. Weber, de son côté, il va distinguer ce qu'on appelle l'éthique de la responsabilité, donc agir en anticipant les conséquences qui sont prévisibles, même si elles impliquent des compromis. De l'éthique de la conviction, c'est-à-dire agir en fonction de principes, mais indépendamment des résultats immédiats. Ce qui est vraiment frappant, c'est que pour Weber, une action politique qui est authentique exige vraiment la tension entre ces deux éthiques. Parce que sans idéal, la politique, elle devient un cynisme gestionnaire, et sans réalisme, elle tombe dans l'aveuglement et dans l'inefficacité. Donc l'opposition entre idéalisme et réalisme est beaucoup moins une exclusion mutuelle qu'une vraie dialectique entre les deux, hein, une vraie dynamique en fait. L'idéal fournit la visée et la légitimité, et le réalisme fournit la lucidité et les moyens. Je me suis dit que ce serait intéressant de revenir un petit peu sur la manière dont, à travers le temps, le concept d'idéal a été pensé et utilisé dans un cadre notamment politique. Dès la Renaissance, Thomas More, dans Utopia, publié en 1516, forge ce terme afin de forger une société imaginaire, totalement rationnellement organisée, sans propriété privée et gouvernée par l'intérêt commun. Il ne s'agit pas du tout d'un plan d'urbanisme politique totalement prêt à l'emploi, mais d'une véritable fiction politique qui s'opère comme un miroir critique des injustices contemporaines. More ne décrit pas un paradis terrestre, il va plutôt construire une contre-image du réel pour interroger la légitimité des institutions existantes. Et bien sûr, du coup, stimuler la réflexion vers d'autres possibles. Au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau articule un idéal politique qui va d'ailleurs rester central après dans la tradition de gauche, à savoir l'égalité politique et la souveraineté populaire. Dans le contrat social, la notion de volonté générale vaut d'ailleurs beaucoup moins comme programme concret que comme un principe régulateur, comme on l'a vu avant avec Kant. Parce qu'elle définit le critère de légitimité d'une loi, c'est-à-dire la mesure selon laquelle une loi exprime l'intérêt commun. Et ça, c'est une visée normative. La légitimité politique doit se baser sur l'égalité civique et bien sûr la liberté commune. Et les adversaires de cette perspective l'ont souvent présentée et dénoncée d'ailleurs comme impossible ou totalement utopique, au motif que la réalité sociale, plurielle et hiérarchisée rendrait illusoire la réalisation d'un tel projet, à savoir celui d'une volonté réellement générale. Mais réduire Rousseau à une naïveté psychologisante, à savoir les hommes sont mauvais donc l'égalité est illusoire, occulte totalement le statut conceptuel de son apport. Surtout qu'on sait très bien que selon Rousseau, c'est un autre sujet, mais il n'a pas du tout cette conception très hobbesienne de la nature humaine. Puisqu'encore une fois, le contrat social sert aussi de norme, de critique et d'orientation qui permet de questionner et d'évaluer les institutions existantes. Au XIXe siècle, il y a énormément de projets politiques qui voient le jour, qui sont d'ailleurs considérés d'utopiques. Charles Fourier, Robert Owen, Henri de Saint-Simon imaginent ce qu'on appelle des communautés modulaires. Et ces derniers sont fondés sur une réforme morale et une vraie réorganisation communautaire. Mais selon Marx et Engels, leur faiblesse a été d'ordre méthodologique. Concevoir des édifices normatifs sans ancrage suffisant dans une analyse des rapports de domination, de production et des forces historiques leur a donc été reproché.
Parlons donc justement de Marx et Engels, qui opèrent pour le coup une double opération théorique. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont vraiment déjà conserver un horizon normatif, à savoir l'abolition des classes et la fin de l'exploitation. Mais ils vont plutôt le déplacer sur un plan scientifique. Leur analyse matérialiste, elle affirme que les transformations ne naissent pas seulement d'un bon vouloir moral, mais du rapprochement entre développement des forces productives et des rapports sociaux. Ils revendiquent la centralité de la praxis. La praxis, si vous savez pas, c'est un terme d'origine grecque qui signifie l'action concrète, la pratique effective. C'est vraiment la manière dont la théorie s'incarne dans l'action, notamment politique. Autrement dit, Marx il n'abolit pas l'utopie en tant que telle. Il va plutôt la redéfinir comme un horizon politique susceptible d'être réalisé par des processus sociaux déterminés. Et au XXe siècle, on va vraiment voir se confirmer que les horizons utopiques jouent un rôle essentiel, non seulement comme une norme critique, mais comme un mobilisateur collectif. Les grandes conquêtes sociales, comme les journées de travail réduites, la protection sociale, le droit de vote élargi, les services publics, ont souvent été portés, comme on l'a dit au tout début de la vidéo, comme des projets jugés irréalistes à l'origine, puis arrachés par des luttes prolongées. Donc le mouvement ouvrier, le féminisme et les mouvements anticoloniaux vont vraiment traduire cette dynamique, à savoir celle que l'idéal que l'on veut provoque l'organisation, l'acte et la reconfiguration des rapports de force. Ernst Bloch, une belle démonstration que j'étais en LV2 espagnol au lycée et au collège, et donc je n'ai jamais su qu'en réalité on dit Ernst Bloch. Bloch. Anyway, fournit une formulation théorique très puissante de ce registre. Dans son ouvrage Le Principe Espérance, l'utopie elle cesse d'être un simple ailleurs, totalement hors du temps, et devient plutôt une anticipation active. Une conscience en fait du pas encore advenu, mais qui stimule l'imaginaire collectif et oriente l'innovation sociale. Et il insiste beaucoup d'ailleurs sur la dimension très temporelle de l'utopie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la projection d'un modèle intact dans le futur, mais d'une dynamique de possibilités qui structure la praxis. On est bien d'accord que la gauche n'a jamais formé un bloc univoque. Elle oscille souvent entre stratégie révolutionnaire et stratégie réformiste, donc des conquêtes plus progressives d'acquis par l'insertion institutionnelle. Et ces variantes montrent une chose, à mon avis, très importante, à savoir que l'utopie, l'idéal, fonctionne tantôt comme une rupture, donc un modèle d'émancipation à imposer par la transformation des rapports sociaux, et tantôt comme une régulation, comme l'orientation de réformes visant à rapprocher le réel de l'idéal. Antonio Gramsci, pour prolonger la réflexion, nous aide d'ailleurs à en penser la dimension culturelle. La bataille politique comporte selon lui une phase d'hégémonie culturelle, où il s'agit vraiment de rendre un idéal plausible, familier, arriver à structurer, de transformer ce qu'on appelle les structures de science. Enfin, plutôt ce que lui appelle les structures de science. Et cela avant même d'attaquer les institutions. Donc l'utopie, c'est aussi une forme de construction symbolique, et presque éducative. On est bien d'accord qu'une lecture quand même rigoureuse de tout cela oblige à prendre en compte les dangers propres de l'utopie. Lorsque l'horizon normatif se coupe des procédures démocratiques et de la critique empirique, il peut dériver, on est bien d'accord, en dogmatisme. L'histoire du XXe siècle montre que des utopies qui ont été très cloisonnées, transformées même en doctrines transcendantes, ont pu justifier des formes d'autoritaire. Et c'est donc pour ça qu'il y a une véritable nécessité méthodologique d'articuler normes, à savoir un horizon utopique, analyse, donc un diagnostic des forces matérielles et sociales, et procédure, à savoir prendre en compte la démocratie, l'expérimentation et l'évaluation. Et cette trilogie, elle permet de prévenir la double erreur opposée, à savoir l'angélisme et le réalisme cynique. Angélisme, c'est le fait de penser que l'idéal est suffisant. Et le réalisme cynique, c'est justement nier la valeur régulatrice des idéaux. Les utopies ne sont donc pas des fables innocentes, ce sont de véritables instruments cognitifs et politiques qui, s'ils sont correctement configurés, ancrés dans une méthode critique et conçus comme utopie concrète, apparaissent comme des conditions de possibilité, de transformation beaucoup plus durables. Pourquoi l'idéal dérange? Déjà, il y a un vrai discrédit du futur en général. Les catastrophes politiques et humaines du XXe siècle ont peut-être entamé la confiance dans les grands récits porteurs d'utopie. Comme on l'a dit avant, mais les idéaux collectifs, quand ils sont portés par des politiques autoritaires, ont parfois servi de justification à la répression ou à la violence au nom d'un avenir radieux. Et je pense que cette mémoire historique, elle a beaucoup nourri une suspicion très structurelle, où l'utopie n'est pas vue comme un horizon régulateur et libérateur, mais comme une vraie menace potentielle, susceptible de dériver vers l'imposition d'un ordre collectif. Et puis, depuis la fin des années 1970, il y a une vraie imposition d'un pragmatisme néolibéral qui est devenu dominant, vraiment devenu la grille de lecture dominante, donc promouvant le pragmatisme et l'adaptation aux contraintes du marché, ainsi que la recherche de solutions dites réalistes sur le court terme. Dans ce cas, l'idéal est souvent relégué au rang de luxe intellectuel ou de véritable rêverie, de chimère, sans véritable pertinence opérationnelle. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que sans projection, en fait, la politique, elle se réduit surtout à la gestion courante. Or, toute réforme, c'est d'abord appuyé sur un idéal à l'origine. Je sais pas, l'abolition de l'esclavage, le droit à vote des femmes, la sécurité sociale. Sociologiquement d'ailleurs, Bourdieu il montre que les agents dominants ont tout intérêt à faire passer leur vision du monde en fait pour du réalisme, parce que ça permet derrière de neutraliser toute forme de contestation. Et donc on peut maintenir aisément l'ordre existant. Il est important de réaliser que tous ces reproches faits à la gauche sur ces idéaux ne se limitent pas à des critiques très superficielles, mais s'appuient vraiment souvent sur des arguments très stratégiques et intellectuels bien ancrés. Du coup je vous propose, parce que je pense que je vais forcément en avoir dans mes commentaires, quelques objections qu'on risque de me faire et les réponses que j'ai à vous donner.
Première objection, vos idéaux sont irréalistes, déconnectés du réel et donc dangereux. On l'a vu avant, cet argument-là repose sur une vision très étroite du réalisme politique, reliée à la gestion des contraintes immédiates et des rapports de force. Et donc je reviens bien évidemment à ce que j'ai dit sur Weber, avec l'idée d'éthique, de la conviction dont on ne peut se passer, autrement dit d'un engagement qui ne peut pas ne pas être guidé uniquement par un calcul totalement pragmatique. Refuser l'idéal, c'est aussi refuser de penser une alternative et donc un moyen de transformer le réel. Deuxième objection, bon ça j'en ai déjà un petit peu parlé, mais l'utopie mène forcément au totalitarisme. Ça bon c'est un vrai raccourci pour le coup historique, qui ignore quand même les nuances et les contextes. Parce qu'on est d'accord que les totalitarismes ne découlent pas directement de l'idéal en soi, mais d'une dérive dogmatique qui coupe l'utopie des démarches démocratiques. Une utopie qui est pensée comme un horizon régulateur constitue même plutôt au contraire une garantie contre ces dérives. Objection numéro 3, la liberté individuelle prime sur toute forme d'utopie collective. La gauche reconnaît pleinement la valeur de la liberté individuelle, mais affirme aussi que celle-ci ne peut pleinement s'épanouir que dans une société qui est plus juste et plus égalitaire. L'idéal collectif en soi ne nie pas la liberté individuelle, il en est simplement la condition nécessaire. Il s'agit donc d'articuler les droits individuels avec des solidarités structurantes pour que l'émancipation soit enfin réelle et partagée. Conclusion. On y arrive. Loin d'être une naïveté ou une faiblesse, l'idéal constitue un véritable moteur indispensable pour toute transformation profonde. Il ne se pose pas en antagonisme du réalisme, mais comme on l'a dit, en principe régulateur qui permet d'orienter et d'éclairer le réalisme politique. Reconnaître la valeur philosophique et politique de l'idéal, c'est donc s'ouvrir à la puissance transformatrice de la pensée critique, mais aussi de l'action collective.